Donald Trump est à Pékin. Xi Jinping le reçoit. Et pendant ce sommet censé changer le cours de la guerre, l'Iran récupère ses capacités d'attaque. Le Liban brûle. Et un navire vient d'être arraisonné au large des Émirats arabes unis, conduit vers les eaux iraniennes. Commençons par la révélation qui change tout. Selon des responsables du renseignement américain cités anonymement par le New York Times, l'Iran a conservé d'importantes capacités militaires, contrairement aux affirmations répétées de Donald Trump selon lesquelles les forces armées iraniennes auraient été totalement décimées. Les chiffres y sont précis et dévastateurs pour la communication de Washington. L'Iran aurait rendu à nouveau opérationnels 30 de ses 33 sites de lancement le long du détroit d'Ormuz. Et environ 90% des sites souterrains iraniens seraient partiellement ou pleinement opérationnels. 30 sur 33, 90%. Ces chiffres signifiant que 75 jours de frappe américano-israélienne n'ont pas anéanti la capacité de riposte iranienne. Ils signifient que le général Mohammad Akraminia, porte-parole de l'armée iranienne, n'exagérait pas quand il déclarait cette semaine que le contrôle du détroit d'Ormuz pourrait même doubler les revenus pétroliers de l'Iran, et qu'après la fin de cette guerre, il n'y aura plus de retour en arrière. Et il signifie que l'Iran, qui avait publié une carte délimitant ses zones de contrôle dans le détroit la semaine dernière, n'était pas en train de bluffer. Ce contexte militaire est ce prisme à travers lequel il faut lire la visite de Trump à Pékin, sa première en Chine depuis 2017. C'est la première visite d'un président américain en Chine depuis cette époque. Et elle arrive dans des circonstances que personne n'avait anticipées. Un président américain affaibli par une guerre qu'il ne contrôle plus totalement, venu demander à Xi Jinping d'user de son influence sur l'Iran pour faciliter un accord. La Chine est le partenaire stratégique et économique primordial de l'Iran. C'est la formulation du monde qui ne laisse aucun doute sur l'enjeu de ce tête-à-tête. Avant même l'arrivée de Trump, Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, avait appelé le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation entre Téhéran et Washington, et spécifiquement à contribuer à traiter de manière appropriée les questions liées à l'ouverture du détroit d'Ormuz. Pékin appuie sur Islamabad pour qu'Islamabad appuie sur Téhéran. C'est une chaîne diplomatique à 3 maillons, et Trump arrive à Pékin pour tenter de peser directement sur le premier maillon. Sur les marchés, la visite a créé une attente. Le baril de Brent s'établissait mercredi à 107,28 $, en légère baisse de 0,45%. Le WTI américain perdait 0,72% à 101,44 $. Les marchés scrutent ce qui découlera de la visite de Donald Trump en Chine. Ils attendent, mais ils n'espèrent plus trop vite, parce que l'Agence internationale de l'énergie a publié mercredi son rapport mensuel avec des chiffres qui glacent. En 2026, l'approvisionnement mondial en pétrole devrait diminuer d'environ 3,9 millions de barils par jour en raison des perturbations causées par la guerre. Plus d'1 milliard de barils en provenance du Moyen-Orient sont déjà perdus. La baisse de l'offre sera plus rapide que celle de la demande, et le marché pétrolier restera déficitaire jusqu'à la fin de l'année, même en cas d'accord permettant une réouverture progressive du détroit à partir du troisième trimestre 2026. Une nouvelle volatilité des prix semble probable à l'approche de la période de pointe de la demande estivale, prévient l'AIE. Aux États-Unis, l'inflation a atteint 3,8% sur un an en avril, au plus haut depuis près de 3 ans. Elle était à 3,3% en mars et à 2,4% en février, le mois du déclenchement de la guerre. C'est le résultat prévisible de la guerre iranienne qui a fait grimper les prix de l'essence aux États-Unis d'environ 65% depuis le début du mois de mars, note l'analyste IPEC Oscar Descaya de Swissquote. Et les stocks stratégiques américains de pétrole continuent de baisser. Les réserves commerciales ont reculé d'environ 4,3 millions de barils entre le 1er et le 8 mai pour s'établir à 452,9 millions. Environ 8,6 millions de barils supplémentaires ont été prélevés sur la réserve stratégique, qui tombe à son niveau le plus bas depuis octobre 2024. Le gouvernement américain s'est engagé à remettre progressivement sur le marché 172 millions de barils sur les 415 millions que comptaient ces réserves stratégiques fin février. Une trentaine de millions ont été puisés jusqu'à présent, et une information maritime s'ajoute à ce tableau. Ce matin même, l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a annoncé qu'un navire a été arraisonné par des individus non identifiés au large des Émirats arabes unis, à 38 milles nautiques au nord-est de Fujairah, et
fait maintenant route vers les eaux territoriales iraniennes. Un arraisonnement de plus, dans une zone de 33 km de large où chaque mille nautique est désormais un enjeu stratégique. Ce même détroit est au cœur d'une mobilisation internationale croissante. Emmanuel Macron a annoncé une initiative aux Nations Unies pour proposer un cadre à une mission neutre et pacifique de sécurisation du détroit. L'Australie vient de confirmer sa participation à cette mission franco-britannique. Le ministre de la Défense australien Richard Marles a déclaré que son pays mettrait à disposition un avion de surveillance Wedgetail E-7A, déjà déployé dans la région pour protéger les Émirats arabes unis. La mission est décrite comme strictement défensive et indépendante, censée compléter les efforts diplomatiques et les mesures de désescalade. Elle ne démarrera que lorsque l'Iran et les États-Unis accepteront de lever leurs blocus respectifs. L'Italie, de son côté, déploiera 2 chasseurs de mines dans un premier temps en Méditerranée orientale, puis en mer Rouge, à titre préventif, avec la condition explicite que le déploiement final dans le détroit ne pourrait avoir lieu qu'avec une trêve réelle, crédible et stable, voire une paix définitive, et avec l'aval préalable des parlementaires. Et les Émirats arabes unis continuent de durcir leur posture. Abu Dhabi a classé 21 personnes et organisations libanaises comme terroristes pour leur lien avec le Hezbollah, avec obligation pour les autorités de régulation d'identifier toute relation financière ou commerciale avec ces entités et de geler leurs avoirs dans un délai inférieur à 24 heures. Sarsalantouri. En parallèle, les Émirats démentent formellement la visite secrète de Benjamin Netanyahou, évoquée par le bureau du Premier ministre israélien. Netanyahou aurait, selon son propre bureau, effectué une visite secrète aux Émirats arabes unis et rencontré le président Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qualifiant l'épisode de percée historique dans les relations. Les Émirats ont répondu par un communiqué sans ambiguïté. Toute allégation concernant des visites non annoncées ou des accords tenus secrets est totalement infondée, à moins d'avoir été officiellement confirmé par les autorités compétentes des Émirats arabes unis. Un désaveu public, en pleine guerre, de la part d'un partenaire que Netanyahou avait voulu présenter comme un succès diplomatique. Sur le front humanitaire, 2 figures emblématiques de la résistance civile iranienne viennent d'être libérées. L'avocate Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov 2012, arrêtée le 1er avril, a été relâchée sous caution, selon l'annonce de sa fille Merave Kandan sur Instagram. La militante Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, avait elle aussi été libérée sous caution le dimanche précédent, en raison d'une grave détérioration de son état de santé depuis son arrestation en décembre. 2 libérations sous caution, dans un pays où les exécutions se multiplient. Ehsan Afrashteh, 32 ans, a été pendu mercredi pour espionnage au profit d'Israël. Il était le 6e exécuté pour ce motif depuis le début de la guerre, selon l'ONG Iran Human Rights. Ses aveux, selon les ONG Engao et Iran Human Rights, auraient été obtenus sous la torture. Et il y a l'image. À Téhéran, place Engelab, place de la Révolution, une foule s'est rassemblée mercredi pour célébrer le départ de l'équipe nationale iranienne de football vers les États-Unis, où elle doit participer à la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. Les joueurs en survêtements rouge et noir ont été acclamés. Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, a déclaré que notre équipe nationale est une équipe nationale de football en temps de guerre et qu'elle serait un pilier d'autorité et de résistance. Le président Massoud Pezeshkian a échangé avec le sélectionneur Amir Galenoei, un exemplaire du Coran et un drapeau iranien. Dans la foule, des pancartes portaient quoique des photos d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême, avec le message « Pour le sang des martyrs, chantez l'hymne national avec fermeté ». L'Iran envoie son équipe de football jouer sur le sol de son adversaire en temps de guerre, et il en fait un symbole national. La finule au Liban se dit de plus en plus inquiète des drones, des appareils de fabrication iranienne qui ont provoqué des explosions à l'intérieur même de ces positions, notamment un Akoura le 11 mai. Personne n'a été blessé, mais certains bâtiments ont été endommagés. La force de maintien de la paix de l'ONU se retrouve entre 2 feux, celui d'Israël et celui du Hezbollah, dans un sud du Liban où la trêve du 17 avril n'existe plus que sur le papier. Depuis cette trêve, plus de 400 personnes ont été tuées selon la compilation de l'AFP. Plus de 10 000 logements ont été détruits ou endommagés selon le Conseil national de la recherche scientifique libanais, 5 386 complètement détruits, 5 246 endommagés.
et le bilan depuis le 2 mars s'élève à 2896 personnes touchées, dont 110 membres du personnel médical et 8824 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. Ce jeudi 14 mai, Israël et le Liban doivent ouvrir à Washington une nouvelle session de pourparlers sous l'égide américaine. Les négociations s'annoncent sous de mauvais auspices, c'est la formulation du monde. Et le Hezbollah continue de s'y opposer formellement. Voici donc la question que je vous pose. Avec 30 sites iraniens sur 33 à nouveau opérationnels, un Iran qui contrôle stratégiquement le détroit, une trêve qui tient à peine au Liban, et un Trump à Pékin en position de faiblesse, pensez-vous que Xi Jinping va réellement pousser l'Iran vers un accord, ou est-ce que la Chine va tirer profit de cette situation sans jamais livrer la pression que Washington espère? Répondez dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si cette analyse vous a été utile. Abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très bientôt.